Bienvenue dans Le rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Pour le 4e épisode de cette série, nous abordons le vaste thème des médicaments. Le grand public connaît ce qu'est un antidouleur, mais il ignore davantage ce que sont les traitements de fond, ces médicaments qui agissent directement sur l'évolution de la maladie plutôt que sur ses symptômes. La médication, c'est un aspect complexe et central du quotidien des personnes vivant avec des rhumatismes, tant ils peuvent aider comme avoir des effets indésirables. Avec Thomas Huglet, rhumatologue et chef du service de rhumatologie au CHUV, nous allons tenter d'éclaircir ce sujet parfois difficile à saisir qu'est celui des médicaments. Alors bonjour Thomas Huglet, merci d'être venu ici à Épalinges dans les bureaux de notre agence Radar RP. Comment allez-vous ? Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est un plaisir. Je vais très très bien, merci. Super. Vous êtes chef du service de rhumatologie au CHUV. Quelle est votre spécialisation ? Bon, je suis rhumatologue, je suis une FMH en médecine interne et après j'ai fait ma formation comme rhumatologue, notamment à Bâle, une partie aussi à Paris et en Angleterre, à Newcastle, dans le nord de l'Angleterre. Vous êtes prêt pour aborder notre thème du jour ? Il semblerait que nous ayons du pain sur la planche aujourd'hui. Très. C'est parti. Est-ce que vous arrivez à nous dresser un peu une liste générale des types principaux de médicaments qui sont souvent utilisés en rhumatologie ? Donc, je pense que les médicaments les plus importants, c'est les médicaments qui freinent, voire arrêtent, la progression du rhumatisme. On appelle ça en anglais des DMARD, donc des Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs, donc les médicaments qui vraiment changent le cours de la maladie. Et là, on a, des traitements classiques, par exemple, méthotrexate, des pilules, mais on a aussi depuis une vingtaine d'années des traitements plus ciblés, c'est des biologiques. Voilà. Et depuis quelques années, on a aussi une autre forme de nouveau des pilules qui sont des inhibiteurs de JAK. C'est de nouveau des médicaments oraux. Donc, en gros, la famille des médicaments qui réduit le rhumatisme, voilà, c'est méthotrexate et par exemple, l'eflunomide, c'est une autre forme, c'est des pilules. Après, on a des biologiques plus ciblés et on a des anti-JAK classiquement qui freinent surtout l'inflammation. Alors là, on a eu pas mal de noms et termes compliqués. Ces DMARD, comment en fait ils fonctionnent ? Comment ils arrivent à modifier la maladie ? Donc le plus simple, c'est peut-être expliquer le méthotrexate. Ça freine la prolifération, donc la vie des lymphocytes. C'est des cellules inflammatoires qui sont trop actives dans une articulation enflammée. Et là, le médicament freine un peu ces cellules de se multiplier et de provoquer le gonflement, épanchement et douleur après. Donc le petit frère du méthotrexate, c'est l'eflunomide, c'est un peu la même chose. Donc c'est un autre mécanisme, mais ça cible toujours les lymphocytes, les cellules inflammatoires pour les freiner, pour calmer. Et ça fonctionne par immunosuppression. Pouvez-vous expliquer ce que ça veut dire ? Bon, immunosuppression, je préfère presque le mot modulation. Oui, on freine un peu le système immunitaire parce que c'est trop fort. Et dans les rhumatismes, ça attaque le corps même. Ça veut dire, c'est pas tellement la question de réduire, mais plutôt de équilibrer. Mais ce qu'on fait, on freine soit les cellules, comme je viens d'expliquer, par exemple avec le méthotrexate, ou on freine un peu plus ciblé les cytokines. Les cytokines, c'est un peu, c'est des médiateurs d'inflammation produits par des cellules. Et si vous voulez, c'est comme on empêche des cellules de parler entre eux. Ils ont besoin de cette cytokine. Et là, les biologiques, par exemple, ils inhibent des cytokines. Par exemple, le TNF, Tumor Necrosis Factor, ça réduit, ça élimine, cette cytokine. Et comme ça, les cellules ne peuvent pas se parler.
Alors vous avez parlé des traitements classiques, donc les médicaments synthétiques, puis des traitements biologiques. Quelle différence y a-t-il entre les deux? Donc, traitement classique, ça s'appelle des small molecules, c'est des substances classiques comme l'aspirine aussi, qui, comment on peut dire, interfèrent avec le mécanisme de la cellule, ou le métabolisme, si vous voulez. Les biologiques, c'est un peu autre chose. C'est des anticorps en première ligne. Donc, c'est des immunoglobulines, donc c'est des substances un peu plus grandes qu'on produit dans les réacteurs. Et en fait, c'est comme les immunoglobulines, les anticorps qu'on a contre les virus, contre les bactéries. Mais là, on les fait dans les réacteurs contre des substances comme des cytokines que je viens d'expliquer. Donc ils sont produits différemment. Tout à fait. C'est des réacteurs, ils sont produits en fait dans les bactéries et voilà, c'est des molécules très très grandes et après évidemment purifiées. C'est humain, hein, c'est pas bactérien. On utilise parfois juste les bactéries pour les produire. Donc oui, la manière de les produire elle est différente. Alors là, on a parlé de ces DMARD qui sont synthétiques, donc les classiques. On a parlé des biologiques et il y a aussi les biosimilaires. Alors qu'est-ce que c'est ces biosimilaires? Donc on a parlé des biologiques, hein, c'est des immunoglobulines, des grandes molécules qui sont assez compliquées à produire. Et en fait, si on le refait, ils seront jamais 100% les mêmes. Dans l'aspirine, là, c'est autre chose. Là, si on refait, c'est le même médicament. Dans les biologiques, ils ne sont pas 100% les mêmes. Il y a aussi des modifications, des changements après dans le corps de ce médicament parce qu'ils sont très grands. Donc, il faut en fait refaire des études cliniques pour prouver que ils ont le même effet. C'est ça les biosimilaires. Mais autrement, ils ont le même cible. Et sur le papier, c'est le même médicament, tout à fait. Et comment se prennent-ils ces médicaments? Donc ça, là, il y a une différence parce qu'on ne peut pas prendre, disons, les médicaments biologiques par voie orale parce qu'ils sont détruits dans l'estomac. Donc, il faut les injecter classiquement sous-cutané, donc dans la peau. Superficiellement ou par voie intraveineuse. On fait moins fréquemment, on a encore des médicaments. Si on prend la voie intraveineuse, on a besoin d'injecter moins fréquemment. Mais dans la plupart des cas, les gens préfèrent évidemment une injection sous la peau, une fois tous les 2 semaines, une fois par mois. Ça dépend du traitement. Quand un patient ou une patiente commence à suivre ce traitement de fond, est-ce qu'on voit directement les effets? Disons, c'est très individuel. Parfois, quelqu'un qui est très inflammé, où on voit aussi, par exemple, dans le sang, une grande inflammation ou à l'ultrason, un gonflement, souvent, il réagit très très tôt, hein. Même après une semaine. On a parfois les patients qui disent « ouais, ça a changé ma vie », ça existe vraiment. Mais on a aussi des autres cas où disons, ça prend 1 mois, 2 mois, c'est assez lent. Donc l'effet positif peut venir un peu plus tardif. Donc parfois, on attend 2-3 mois pour évaluer si le traitement est efficace ou pas. Et malheureusement, il y a aussi parfois pas de réponse du tout. Ça existe aussi, hein. Et ces médicaments, est-ce qu'ils se prennent seuls ou est-ce qu'il faut les prendre avec d'autres médicaments? Donc ça, c'est une bonne question. Classiquement, on commence par exemple dans la polyarthrite rhumatoïde, la maladie classique en rhumatologie, d'abord avec le méthotrexate. Et après, si ça n'aide pas, on ajoute un biologique. Et c'est, dans la plupart des cas, c'est effectivement une combinaison des médicaments. Avec ça, la réponse elle est meilleure, hein, si on prend la combinaison. Et une fois, disons, la maladie répond bien, on essaie d'arrêter un des deux pour faire un monotraitement. Et si ça marche, on préfère ça, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, il faut des combinaisons, même un biologique, méthotrexate et même parfois la cortisone.
Dans les cas difficiles, dans la polyarthrite rhumatoïde, on a souvent 3 médicaments pour la contrôler, en sachant que là, effectivement, le système immunitaire est quand même plus faible. Donc là, il faut faire attention aux infections. C'est ça un peu, disons, l'effet secondaire qu'on craint. C'est le risque de la polymédication. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on prend plusieurs médicaments ? Bon, donc le risque de l'infection, c'est surtout élevé quand on combine plusieurs médicaments immunosuppresseurs. Là, il faut faire attention. Autrement, on peut aussi avoir dans la polymédication des autres effets secondaires qui s'ajoutent, par exemple allergie, troubles intestinaux, etc. Donc, évidemment, on essaie d'utiliser moins de médicaments possible. De manière générale, quels sont les effets secondaires auxquels vous faites particulièrement attention en suivant des patients et des patientes ? Bon, allergie, première ligne. Parfois, disons, si on injecte, on peut avoir une allergie après même quelques heures ou un jour après. Donc là, il faut voir si c'est une petite allergie, quelque chose un peu rouge autour de l'injection. Parfois, ça passe. Si c'est très grand, il faut parfois changer les médicaments parce qu'on ne tolère pas. Après, par exemple, pour le méthotrexate, les effets secondaires, c'est au niveau gastro-intestinal aussi. Voilà, un peu nausée, notamment au début du traitement. C'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. Ça dépend de la dose, évidemment. Et si c'est trop fort, parfois il faut arrêter ou diminuer la dose. C'est une chose. Après, notamment pour le méthotrexate, il faut contrôler le sang aussi, donc les valeurs hépatiques et les globules blancs, par exemple. Donc, parfois, le sang, la moelle osseuse n'aime pas tellement le médicament. Et donc, c'est pour ça qu'il faut contrôler, par exemple, tous les 4 semaines. Ça dépend, il y a du traitement, faire une prise de sang au moins au début pour éviter ça. Après, les autres effets secondaires, comme on vient de discuter, c'est les infections. Donc là, il faut toujours faire attention. Surtout, parfois, c'est rare, mais des médicaments peuvent masquer un peu des infections. Ça veut dire quand on a normalement une sensation d'avoir une infection, ça peut arriver que sous ce traitement immunosuppresseur, que c'est moins clair. Donc là, c'est aussi un peu la capacité du clinicien de faire attention, peut-être avec une prise de sang, pour contrôler s'il n'y a pas une infection. Une règle un peu, c'est que quelqu'un qui ne va pas bien, qui a une bronchite ou qui ne se sent pas très bien, normalement, on fait une pause avec le traitement, au moins pour quelques jours, jusqu'à ce que c'est plus clair qu'il n'y a pas une infection. Est-ce qu'il est possible de développer une immunité, une défense contre ces médicaments ? Oui, c'est notamment avec les biologiques, parce que c'est des grandes molécules. Notre corps fait les anticorps contre ces molécules et il peut les neutraliser. Donc évidemment, ça peut arriver et c'est une des causes si un traitement ne fonctionne pas. On peut mesurer les anticorps neutralisants ou ce qu'on fait plutôt en rhumatologie, on change le médicament parce qu'on a quand même pas mal de choix de changer, disons, un plan B ou C. Tout à l'heure, vous avez parlé de la cortisone. Qu'est-ce que c'est en fait la cortisone ? Bon, la cortisone, c'est un médicament vieux, mais toujours très efficace. La cortisone peut sauver des vies dans les cas très très graves du rhumatisme vasculite, par exemple, quand les vaisseaux sont inflammés. Là, c'est vraiment ça peut sauver des gens. Après, nous, on utilise dans des doses plus faibles. Et donc, c'est un médicament qui est efficace, mais par contre, qui a des effets secondaires, notamment si on prend la cortisone longtemps à une dose élevée. Dans les faibles doses de cortisone, comme on utilise, par exemple, la polyarthrite rhumatoïde, c'est bien toléré. Et les effets secondaires sont pas énormes, mais il faut quand même faire attention
par exemple à l'ostéoporose, le diabète, etc. Donc, la cortisone, c'est notre ami et notre ennemi en même moment. Donc, il faut bien choisir, il faut bien expliquer aux patients quand et pourquoi on utilise. Et avec ça, je trouve que c'est quand même, disons, quelque chose d'important. Mais il faut faire attention notamment à la dose et la durée de ce traitement. La dose un peu normale dans notre corps, ça correspond environ à 7,5 mg de prednisone. Donc ça, c'est un peu, ça donne aux patients un peu, disons, une indication, voilà, où on est. Donc si on est au-dessous, disons, les effets secondaires sont moins probables, en sachant que, par exemple, l'ostéoporose peut quand même se développer avec le temps. Et dans notre corps, quels sont les effets lorsque l'on prend de la cortisone ? Bon, la cortisone a plusieurs axes, mais nous, on utilise pour réduire l'inflammation. C'est en première ligne, c'est ça. On ne veut pas produire le stress, on veut réduire l'inflammation. Et par exemple aussi les lymphocytes, les cellules immunitaires, ils réduisent. Ou dans les allergies, on utilise la cortisone pour réduire aussi l'inflammation allergique. C'est un peu la même chose. Donc oui, on veut réduire l'inflammation en première ligne. Est-ce qu'il est possible de seulement avoir un traitement à base de cortisone sans avoir un traitement de fond à côté ? C'est une bonne question. Souvent, on commence avec la cortisone parce que c'est très vite. Tandis que le méthotrexate, par exemple, ça prend parfois quelques semaines. Ça prend du temps. Comme ça, on fait un peu le pont jusqu'à l'effet du méthotrexate. Il y a des autres maladies rhumatismales, comme par exemple la polymyalgie rheumatica, où on a la cortisone, c'est presque toujours le seul traitement. Là, il y a des autres. Le méthotrexate peut aider. On a peut-être maintenant aussi le biologique. Mais cette polymyalgie rheumatica ou parfois la vasculite, par exemple, des grands vaisseaux, ça, on travaille beaucoup plus avec la cortisone par rapport à la polyarthrite rhumatoïde. On n'utilise qu'initialement. Ça dépend un peu. Dans les autres pays, par exemple les Pays-Bas, on utilise plus la cortisone. C'est considéré plutôt comme un DMARD, comme un traitement de fond pour la polyarthrite. Ici, on est un peu plus prudent et il y a aussi des différentes recommandations, par exemple aux États-Unis et en Europe. Les Américains, ils sont un peu dans leurs recommandations plus prudents. Ils disent de plutôt pas utiliser la cortisone. Tandis qu'en Europe, on dit on utilise au début, mais il faut arrêter très vite. Donc ça dépend aussi un peu les pays. La cortisone, elle n'agit pas directement sur la douleur, mais sur l'inflammation. D'autres médicaments, en revanche, agissent eux directement sur la perception de la douleur. Donc on les utilise un peu en parallèle. Donc ils n'ont pas d'effet sur la progression de la maladie, mais ça réduit effectivement la douleur. Par exemple, dans une poussée, on a besoin de ces médicaments. C'est classiquement des anti-inflammatoires non stéroïdiennes. Ça veut dire ibuprofène, par exemple, des médicaments qui sont parfois très efficaces, effectivement, mais il faut faire attention aussi aux effets secondaires. Donc, une chose qu'on connaît bien, c'est les problèmes du stomac, hypertension artérielle et, disons, ils ont malheureusement aussi, si on prend beaucoup, un effet négatif sur le système cardiovasculaire. Donc, dans les gens qui ont eu un AVC ou un infarctus cardiaque, on est très prudent. Donc, parfois, on doit presque plutôt prendre un peu de cortisone, ou mieux, dans ce cas-là, c'est le paracétamol, en fait, tout à fait, ou il y a aussi des autres médicaments. Pour quel type de rhumatisme les analgésiques sont-ils utilisés ? Donc, premièrement, on utilise les antalgiques pour les maladies, disons, non inflammatoires, donc style arthrose. Il y a aussi souvent une inflammation, mais elle est faible. Là, les médicaments de fond pour le rhumatisme n'aident pas. Donc,
Là, on prend volontairement les AINS ou du paracétamol. Après, il y a aussi, par exemple, la spondylarthrite. C'est un autre grand axe de notre maladie rhumatismale. Là, avant de commencer un traitement biologique, classiquement, on fait ce traitement avec les anti-inflammatoires. Il est également possible d'utiliser des médicaments psychotropes, autrement dit des produits qui agissent sur l'activité cérébrale dans la lutte contre les douleurs. Comment ils fonctionnent et quand est-ce que les gens les utilisent ? Bon, là, je pense vous référez aux antidépresseurs en première ligne. On utilise à faible dose les antidépresseurs quand il y a par exemple une fibromyalgie qui peut être secondaire. Donc on a des gens avec des rhumatismes inflammatoires type spondylarthrite qui ont aussi une fibromyalgie, donc une augmentation des douleurs, mais pas forcément par l'inflammation, mais plutôt une amplification au niveau de la moelle épinière et cérébrale. Et là, on utilise plutôt des faibles doses d'immunosuppresseurs. C'est pas des douleurs inventées, c'est des vraies douleurs, mais on sait qu'ils sont plutôt centrales. Ça veut dire ils sont pas dans l'articulation, mais plutôt dans le système des douleurs à partir de la moelle épinière. Et là, on travaille avec les médicaments style antidépresseurs. Après, il y a aussi une autre chose, c'est le sommeil. Donc, on sait que des gens qui vont pas bien, qui sont inflammés, qui ont des douleurs, ils dorment pas bien. Et si le sommeil est pas bon, on a plus des douleurs. On est plus fatigué et ça augmente des douleurs. Et c'est un cercle vicieux. Donc parfois, on utilise aussi des médicaments pour améliorer le sommeil. À part des autres moyens pour travailler sur le sommeil, ça peut être efficace. Alors la liste des différentes pathologies en rhumatisme est très longue, mais globalement, quelles sont les différences de traitement entre une polyarthrite rhumatoïde, une spondylarthrite ou une arthrite psoriasique, par exemple ? Donc les médicaments, on a des médicaments qui fonctionnent presque dans toutes les maladies. Par exemple, les anti-TNF, on peut utiliser pour la polyarthrite rhumatoïde, pour la spondylarthrite, voire l'arthrite psoriasique. On a des autres, comme par exemple les anti-IL-17 ou anti-IL-23. Donc c'est des cytokines, c'est des autres cibles. Ça fonctionne très bien dans l'arthrite psoriasique, voire spondylarthrite, mais beaucoup moins dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc ça dépend, on peut effectivement quel type de maladie. Après, il y a une autre chose importante, c'est la comorbidité. Ça veut dire, on a souvent des patients qui n'ont pas que une spondylarthrite ou une rhumatisme, mais ils ont par exemple aussi une inflammation de l'intestin, une colite ou une Crohn. Et là, il faut faire attention. Par exemple, on ne peut pas donner les médicaments anti-IL-17 parce que là, ça peut empirer l'inflammation intestinale. Donc, il faut bien regarder et éventuellement discuter avec les collègues, gastroentérologues, dermatologues, si un tel traitement peut être utilisé. D'ailleurs, cette discussion entre patients et entre les différents spécialistes est hyper important et je trouve pas encore optimal. Ça veut dire parfois on traite un peu en parallèle la psoriasis de la peau et le dermatologue et le rhumatologue traite l'arthrite et ils ne se parlent pas parce que c'est difficile à se téléphoner ou par email. Donc là, il y a vraiment un manque de communication. Je n'ai pas une solution, mais je crois en futur, on doit plus discuter entre nous, entre les collègues, au niveau clinique, chaque jour. Ça peut être des réunions, ça peut être un petit visioconférence, même peut-être avec le patient, ça serait idéal. Et aussi au niveau des conférences. D'ailleurs, c'est quelque chose que vraiment on essaie de pousser, de faire des conférences, des formations avec les différents spécialistes, par exemple gastroentérologue, dermatologue, rhumatologue, parce qu'on traite souvent les mêmes patients avec les mêmes médicaments, mais on pense différemment. Et encore une fois, je pense
les médecins doivent mieux encore comprendre les patients, ce qui est vraiment important pour eux. Ça donne des perspectives réjouissantes avec des patients plus au centre de la réflexion et davantage d'interdisciplinarité. Oui, tout à fait. Donc au niveau, disons, symptômes, c'est pas tout à fait clair. Qu'est-ce que c'est une rémission ? Donc on pense que c'est facile, mais peut-être pour un patient, c'est important d'avoir moins de douleurs. Peut-être pour un ou une autre, c'est plus important d'avoir moins de raideur matinale ou moins de fatigue. C'est très individuel et pour une médecine, pour un traitement personnalisé, il faut peut-être plus cibler sur les souhaits, sur l'importance individuelle. Et pour ça, il faut s'en parler. Et j'ai un peu un rêve qu'en futur, on traite les patients plus, au fur et à mesure, leurs symptômes individuels. Et la recherche en médecine continue d'avancer, de nouveaux traitements font toujours leur apparition. Quelles sont les pistes futures pour les traitements des rhumatismes ? Bon, idéalement, ça serait une cure, c'est clair, one shot. D'ailleurs, on a travaillé sur des vaccins contre le rhumatisme aussi. Malheureusement, ça n'a pas eu... c'était pas réussite, malheureusement. Mais le but, ça serait quand même un traitement, une cure qui ne dure pas toute la vie. Ça veut dire de retrouver la tolérance du corps, que le corps arrête de s'attaquer. C'est possible parfois. On voit par exemple même que le facteur rhumatoïde qu'on voit dans la polyarthrite rhumatoïde, dans le sang, disparaît. On appelle ça une séroconversion. Ça peut arriver. Donc ça, c'est le but de reprogrammer un peu notre système immunitaire. Il y a des pistes, effectivement. Et sinon, on développe toujours des nouveaux médicaments avec le but, une efficacité très haute, mais une safety aussi très haute. Donc, des médicaments qui sont safe, vraiment, parce que ça, c'est le plus important. On ne veut pas créer des problèmes avec des médicaments, on veut résoudre des problèmes. Dans le deuxième épisode de ce podcast, nous avions parlé de la question de l'alimentation, de comment une alimentation anti-inflammatoire équilibrée peut aider une personne qui souffre de rhumatisme. Que peut-on rappeler à ce sujet ? Donc, je trouve que c'est un point très important qu'il ne faut pas juste penser aux médicaments. D'ailleurs, c'est là où la Ligue suisse contre le rhumatisme aide aussi parce qu'il fournit beaucoup d'informations, ils font des cours, etc. Donc, nutrition, activité physique, c'est essentiel. On sait que ça a vraiment un effet positif qu'on peut ajouter aux médicaments. Et peut-être aussi penser au poids. C'est très important. Le poids augmente l'inflammation. Donc si on est en surpoids, c'est vraiment aussi une piste. On sait que les médicaments fonctionnent mieux et le corps s'inflamme moins sans obésité. Et avec activité physique, il y a même des endroits où on fait la chrononutrition. Donc là, c'est des spécialistes qui vont vraiment en détail quand on mange quoi. Parfois, ça va même jusqu'au jeûne thérapeutique qui a un effet anti-inflammatoire. Donc, on voit vraiment, on le voit dans le sang. C'est pas très durable après, mais on voit régulièrement des réponses très très positives après un jeûne thérapeutique pendant quelques mois. Ce qu'on n'a pas arrivé à faire avec les médicaments. Pour moi, c'est un peu la preuve qu'il faut vraiment combiner les médicaments avec le style de vie, notamment nutrition, activité physique. On conseille donc aux auditeurs et auditrices de découvrir notre podcast sur l'alimentation. Merci encore beaucoup d'être venu jusqu'à Épalinges pour parler de tout ça, Thomas Huglet. Peut-être un mot de la fin ? Oui, bon, merci. C'était un plaisir de discuter. Je remercie la Ligue suisse contre le rhumatisme pour le rôle hyper important. Vraiment, cette interaction, cette connexion avec les patients, c'est important. Et je crois encore plus en futur. Il faut ce centre de rencontre, d'information. Donc, je pense que le rôle est très important.
Et avec ça, je vous remercie. J'espère que quelqu'un a pu profiter un peu des informations. Je suis désolé si j'ai pas pu mentionner tout, pas les détails. C'était un grand sujet en même temps. C'est tout à fait. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté ce 4e épisode du podcast Le rhumatisme et moi. Sur le site www.ligue-rhumatisme.ch, vous trouverez une brochure explicative complète sur les médicaments contre les rhumatismes inflammatoires. Le lien se trouve dans la description de l'épisode.